Pour de nombreux catcheurs, le fait de pouvoir revêtir de superbes costumes et de devenir catcheur professionnel au sein de la plus grande promotion du monde était un rêve de longue date. Mais que faire lorsque ces rêves ne se réalisent pas comme prévu? Pour certains d'entre eux, la réponse est de mettre un terme à leur carrière sur le ring et d'opter pour un parcours professionnel totalement différent. Des catcheurs comme qui? Nous vous proposons de découvrir la liste des catcheurs de la WWE qui ont tout abandonné pour se lancer dans une nouvelle carrière. Nous savons tous qu'il y a des tonnes et des tonnes de catcheurs qui ont eu des emplois similaires dans l'industrie du divertissement. Certains exercent même ces métiers tout en continuant à travailler pour la WWE. The Rock, Batista et plus récemment John Cena ont complètement explosé la scène cinématographique hollywoodienne, ce qui est plutôt cool. Il y a aussi Brock Lesnar qui a quitté la WWE pour l'UFC. Ce n'est pas du catch à proprement parler, mais c'est la même chose, comme vous le savez. Le fait est qu'aussi cool que soit tout cela, cette vidéo ne parle pas de ce genre de gars. Non, aujourd'hui, nous allons vous montrer des catcheurs qui ont complètement quitté la WWE pour un travail des plus ordinaires et qui n'ont jamais regardé en arrière. Préparez-vous donc à être choqués, car nous allons vous révéler ce qui permet à certaines de vos superstars préférées de gagner leur vie. Nous commencerons par Shawn Stasiak, qui a quitté la WWE pour devenir chiropracteur. Pour bien comprendre à quel point cette transition est folle, il faut remonter des décennies en arrière, avant que Shawn ne rejoigne la WWE. Le nom de Stasiak ne vous est peut-être pas familier, mais dans les années 1970, il y avait un champion de la WWF nommé Stan Stasiak. Et oui, c'est le père de Shawn. Stan était l'un des grands noms de cette époque, ce qui signifie que notre homme, Shawn, a grandi dans et autour de l'industrie du catch. En fait, alors qu'il n'était qu'un enfant, il avait rencontré certains des plus légendaires de l'industrie comme Andre the Giant et Jesse the Body Ventura. Il n'est donc pas surprenant qu'il poursuive une carrière dans le catch et qu'il fasse ses débuts à la WWE en 1999. Cependant, Shawn n'a jamais pu connaître le même succès que son père. Au lieu de cela, son personnage de Meat est devenu le jouet des Pretty Mean Sisters, un trio composé de Terry Runnels, Jacqueline et Ryan Shamrock. Moins de 2 ans plus tard, il est libéré de la compagnie, après quoi il est recruté par la WCW. Après que Vince McMahon a repris la WCW et l'a fusionné avec la WWE, Shawn a été réintégré, mais il n'a pas tenu plus d'1 an avant d'être libéré à nouveau. Il a ensuite travaillé dans des promotions mineures avant de se retirer définitivement de la catch professionnelle, après avoir remporté le WCW World Tag Team Championship et le WWE Hardcore Championship à différents moments de sa carrière. Bien qu'il ait fait quelques apparitions sur le circuit indépendant entre 2007 et 2010, Stasiak est devenu chiropracteur presque immédiatement après sa retraite. C'est une chose que personne n'aurait pu prédire à l'époque où il travaillait pour la première promotion de catch au monde, mais ce n'est pas la seule surprise. Shawn a grandi à Oakville, en Ontario, près de Toronto, et a reçu une bonne éducation. Il a fréquenté la White Oaks Secondary School avant de s'inscrire à la Boise State University et d'en sortir diplômé. Mais voilà, Shawn n'a jamais obtenu de diplôme en chiropraxie ou quelque chose de similaire. En fait, le diplôme qu'il a obtenu à Boise State était une licence en communication. C'est exact. Aussi improbable que cela puisse paraître, cet homme travaille aujourd'hui pour l'équipe Advanced Comprehensive Medical basée au Texas. Il a même obtenu un certificat de manipulation sous anesthésie de l'Académie de médecine physique et manuelle de New York en 2007. Nous devrions ajouter que lorsqu'il ne redresse pas le dos des gens, Shawn Stasiak est un conférencier motivateur. Il est vraiment très occupé. Puisque nous parlons des catcheurs de la WWE qui ont mis de côté leur costume pour travailler dans le monde médical, nous devons mentionner l'ancienne diva Dawn Marie. En y repensant aujourd'hui, nous ne devrions pas être surpris que Dawn Marie ait trouvé une carrière totalement différente du catch. Mais à l'époque où elle jouait à la WWE, le rôle de l'assistante juridique de Vince McMahon à l'écran, personne n'aurait imaginé que cette femme puisse avoir un travail normal. Enfant, Dawn faisait partie de ces enfants qui voulaient apprendre à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Son père, qui l'a élevée, était zoologiste, et elle a donc grandi en passant beaucoup de temps à l'extérieur, à camper ou à chasser. Elle a toujours été fan de catch,
mais son éducation passait avant tout. Elle a donc suivi les cours de la Stern School of Business de l'Université de New York, dont elle est sortie diplômée à l'âge de 22 ans. Ensuite, Dawn Marie a commencé à travailler pour une société de conseil en immobilier à Manhattan, New York, et a même atteint le poste de directrice de l'immobilier international. Plutôt cool, non? Mais voilà, elle n'a pas quitté la WWE pour devenir agent immobilier. Il s'en est fallu de peu. En fait, avant d'entrer à la WWE, Dawn avait changé de carrière, choisissant le divertissement et la comédie comme profession. Son objectif était de devenir mannequin ou actrice professionnelle. Elle a donc démissionné de son agence immobilière et s'est lancée dans la poursuite de son nouveau rêve. Alors qu'elle travaillait comme mannequin, Dawn a rencontré l'agent artistique et promoteur de catch professionnel Jonathan Gold, qui lui a suggéré en plaisantant qu'elle aimerait faire carrière dans la catch. De fil en aiguille, Dawn Marie est engagée comme catcheuse à l'ECW en 1998. Pendant ce temps, elle continue à prendre des cours de théâtre, espérant poursuivre son rêve une fois sa carrière de catcheuse professionnelle terminée. C'est alors qu'arrive la WWE. Bien que son passage dans la compagnie ait été de courte durée, Dawn Marie Psaltis a fait plus que ce qu'il fallait pour qu'on se souvienne d'elle, comme d'une diva de la WWE. Elle a rejoint la compagnie et fait ses débuts en 2002 en tant qu'assistante juridique de Vince McMahon à l'écran. Au fil du temps, son personnage s'est transformé en l'un des meilleurs heels de la division féminine durant l'ère Ruthless Aggression. Elle s'est battue avec Miss Jackie et Michelle McCool, mais sa querelle la plus emblématique a été celle qui l'a opposée à Tori Wilson. Une querelle qui a donné lieu à l'un des baisers les plus controversés de l'histoire de la WWE. Vous pouvez consulter notre vidéo sur les baisers les plus inattendus de l'histoire de la WWE pour en savoir plus à ce sujet. Quoi qu'il en soit, alors qu'elle était encore au sommet de sa forme, Dawn Marie est tombée enceinte en 2005 et a été renvoyée de la WWE peu de temps après. Oh oui, c'est vraiment une affaire louche et honteuse de la part de la promotion basée à Stanford. Dawn Marie portera plus tard plainte contre son ancien employeur, affirmant que son contrat a été résilié à tort en raison de sa grossesse. Elle affirme également avoir subi des contraintes mentales à la suite de cette libération. Bien que les détails n'aient jamais été entièrement révélés, l'affaire aurait été réglée à l'amiable à la fin de l'année 2007. Si vous avez bien suivi l'histoire de Dawn Marie, on dirait qu'elle a enfin eu la chance de devenir actrice comme elle l'avait toujours voulu, n'est-ce pas? Eh bien, elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a acquis d'autres qualifications médicales et est devenue infirmière dans un hôpital de sa ville natale, dans le New Jersey. C'est vrai, après tous ces changements de carrière, Dawn Marie est maintenant infirmière. Nous parions que c'est un coup de théâtre que vous n'avez pas vu venir. Et nous avons beaucoup d'autres surprises de ce genre. Prenons par exemple le catcheur suivant, Muhammad Hassan. Si vous le connaissez, c'est que vous êtes un vrai. Tout d'abord, Mark Julian Copani est son véritable nom, et si l'on se base uniquement sur son physique, ce mec est parmi les plus esthétiques qui soient. Après avoir débuté sa carrière de catcheur en 2002 au sein de la promotion Ohio Valley Wrestling, basée à Louisville, Kentucky, et avoir connu un certain succès, la WWE l'a récupéré fin 2004 et dès son arrivée, il était clair que ce mec avait un potentiel fou. Au cours de ses 2 premiers mois au sein de la compagnie, Copani a battu des adversaires tels que The Hurricane, Sergent Slaughter, Chris Benoit et Chris Jericho. Il a immédiatement accumulé tellement de rivalité de la part des héros de la compagnie qu'ils se sont tous ligués pour le battre à plate couture au Royal Rumble. Mais cela ne l'a pas arrêté. En l'espace de 6 mois, il s'est battu contre toutes les plus grandes superstars de la compagnie. Nous parlons ici de Hulk Hogan, Shawn Michaels, Batista et John Cena. Il a également battu Big Show lors de sa première victoire à SmackDown. Le mec était vraiment inarrêtable. Ce qui l'a finalement empêché d'être son gimmick, c'est Muhammad Hassan. Bien qu'il soit américain et d'origine italienne, Copani s'est vu attribuer le personnage d'un arabo-américain qui avait entrepris de reconstruire la réputation des habitants du Moyen-Orient aux États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre. Vous pouvez probablement déjà deviner que la WWE jouait avec le feu en créant un tel gimmick. Cela a bien fonctionné pendant quelques mois, jusqu'à un segment dans lequel Hassan a convoqué 5 hommes de main masqués, vêtus de chemises noires, de masques de ski et de pantalons camouflage, pour l'aider à vaincre l'Undertaker. Ils ont effectivement pris le dessus sur le Deadman,
Mais 3 jours plus tard, les attentats à la bombe de Londres de 2005 ont eu lieu. Plusieurs médias ont affirmé que les coupables des attentats étaient habillés comme les 5 hommes de main d'Hassan. Oui, tout cela semble flou. Mais cet épisode est devenu l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la WWE. Finalement, les autorités télévisuelles et la législation ont conduit à ce que le personnage de Mohamed Hassan soit complètement expulsé du roster principal et renvoyé dans les territoires de développement. Peu de temps après, Kopani a été renvoyé de la compagnie, ce qui l'a amené à se retirer complètement du catch. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions négatives de la part des fans, car son personnage était en train de devenir l'un de leurs préférés. Mais Vince McMahon avait les mains liées dans cette affaire. Avant sa carrière de catcheur qui a duré 3 ans, Kopani étudiait l'histoire à l'Université de l'État de New York à Buffalo. Il avait abandonné ses études pour se consacrer au catch, mais il semble qu'il soit revenu plus tard pour obtenir son diplôme. Pourquoi? Parce que quelques années plus tard, Kopani est devenu professeur d'histoire mondiale à la Hannibal High School de Hannibal, dans l'État de New York. Quelques années plus tard, il a été nommé proviseur adjoint au lycée J. Ray Bodley de Fulton, dans l'État de New York, et a depuis été promu au poste de proviseur du lycée Fulton Junior High School. Voilà une histoire que nous ne pouvions même pas prévoir. Il a également écrit et publié un roman graphique avec Chad Gaspar de Crime Time, Assassin and Son, qui a remporté plusieurs prix pour le meilleur roman graphique indépendant original. Bravo Mohamed Hassan! Passons maintenant à un autre catcheur qui a tout abandonné pour une autre carrière. Il s'agit de Spike Dudley. Vous vous souvenez de lui? Si ce n'est pas le cas, vous vous souvenez au moins des Dudley Boys, l'équipe emblématique composée de Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, Stacy Keibler et, bien sûr, Spike Dudley. Au début des années 2000, ce groupe était la meilleure équipe de la WWE. Spike est devenu membre de l'équipe dans les années 90, lorsqu'ils ont tous travaillé avec la ECW jusqu'en 1999, lorsque toute l'équipe a migré vers la WWE, c'est-à-dire tout le monde sauf Spike. Il y est resté, s'associant à d'autres catcheurs, pour remporter des titres par équipe jusqu'à ce que l'ECW déclare faillite. C'est au cours de cette période, en 2001, que Spike a rejoint la WWE et s'est réconcilié avec ses partenaires et ses frères de Kayfabe. À partir de ce moment-là, le groupe est devenu complètement inarrêtable. Spike remporte le championnat WWF Tag Team avec Taz, le championnat européen une fois, et le championnat hardcore 8 fois en 2002. En tant que lutteur en solo, Spike a également remporté le championnat Cruiserweight avant d'être libéré de son contrat avec la WWE. Bien qu'il soit encore à un âge raisonnable pour remonter activement sur le ring, Spike a d'abord travaillé comme entraîneur sur le circuit indépendant avant de rejoindre la TNA et d'abandonner le nom des Dudley. 2 ans plus tard, il a été libéré, cette fois de la TNA, et il est retourné sur le circuit indépendant où il y a passé les 3 années suivantes. Finalement, en 2010, Spike Dudley a cessé de s'entraîner et de se produire à plein temps. Vous avez peut-être entendu parler d'1 ou 2 performances surprises de sa part entre 2010 et 2015, mais à part cela, Spike était vraiment fini. Mais comme il fallait bien payer les factures, il a trouvé un emploi régulier en tant que planificateur financier. C'est vrai, ce n'est pas exactement le travail que l'on attendrait d'un athlète. Mais Spike avait ses raisons, comme il l'a expliqué dans une interview. Beaucoup de gars ont vécu ce que j'ai vécu. Vous êtes au sommet du monde, vous gagnez bien votre vie, et quand l'argent s'arrête, que faites-vous? On entend tout le temps des histoires d'athlètes qui ont gagné des millions et qui sont fauchés. Je veux devenir éducateur. Montrer aux gens qu'il existe des moyens de planifier l'avenir. Et c'est exactement ce qu'il fait depuis. Étant donné le nombre de coups durs que cet homme a reçus au cours de sa carrière, nous pouvons comprendre sa décision de quitter le ring et de vivre une vie facile. Bien sûr, les finances ont des hauts et des bas, mais au moins, elles ne laisseront pas le bon vieux Spike Dudley en sang. Nous vous présentons ensuite une ancienne diva de la WWE que personne n'oubliera, AJ Lee. April Jeanette Mendez n'était peut-être pas la plus habile ou la plus séduisante des catcheuses, mais pendant la période qu'elle a passée à la WWE entre 2009 et 2015, AJ Lee en a fait assez pour qu'on se souvienne d'elle. Bien qu'elle ait développé un intérêt pour le catch à l'adolescence, grâce à l'inspiration de Lita, AJ n'a jamais eu une carrière professionnelle en tant que catcheuse en tête de ses projets. Au lieu de cela, elle s'est inscrite à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York après le lycée
et s'est spécialisé dans la production cinématographique et télévisuelle. Malheureusement, les problèmes financiers de sa famille l'ont obligé à abandonner ses études quelques mois seulement après le début du programme. C'est alors qu'AJ se concentre sur une carrière de catcheuse et en 2007, elle fait ses débuts professionnels dans le circuit indépendant du New Jersey. En 2009, AJ Lee a été engagée par la WWE et, bien qu'il lui ait fallu 3 ans pour intégrer le roster principal, elle est devenue l'une des femmes les plus célèbres de la compagnie à l'époque. Elle a entretenu une relation à l'écran avec Daniel Bryan pendant un certain temps, a connu un scandale avec John Cena et a entretenu une longue relation d'amour-haine avec sa partenaire de l'équipe de tag, Kaitlyn. Au cours des 3 années suivantes, elle a remporté le titre de championne des divas à 3 reprises, un record, et l'a conservé pendant 406 jours. Elle a également été nommée Diva de l'année au Sammy Award à 2 reprises, en 2012 et 2014, et a été élue Femme de l'année chaque année, de 2012 à 2014, par les lecteurs de Pro Wrestling Illustrated. Pas mal du tout. Si vous voulez notre avis, ce qui distinguait AJ Lee des autres divas était son personnage unique. Une gimmick mentalement instable, appelée la Crazy Chick. Et devinez quoi, pour elle, ce n'était pas seulement un gimmick. Lee avait été diagnostiquée avec un trouble bipolaire plus tôt dans sa vie, et bien qu'elle ait caché son état à ses employeurs à l'époque, elle a parlé de la façon dont le fait de jouer le rôle de la folle l'a aidé à cacher son état à la vue de tous. Après seulement 3 ans sous les feux de la rampe, Mendez a annoncé qu'elle se retirait de la catch professionnelle en 2015, et elle n'a pas regardé en arrière depuis lors. Elle est depuis devenue écrivain, et l'une de ses meilleures œuvres est un livre intitulé Crazy is My Superpower, dans lequel elle parle de son parcours et de ses jours dans l'industrie de la catch professionnelle. Ce mémoire a été publié par Crown Archetype en avril 2017 et il a débuté à la 10e place de la liste des meilleures ventes du New York Times pour les ouvrages non romanesques à couverture rigide. En parlant de ce livre, AJ Lee a déclaré « Fondamentalement, j'ai senti que ce livre était le voyage vers la découverte de la maladie mentale. Et ensuite de dire « Oh, ce hockey, je peux l'utiliser comme une arme. Et c'est en fait un cadeau. Cela m'aide à voir le monde sous d'autres couleurs. Et c'est une bonne chose. » Depuis, elle a travaillé sur un certain nombre d'autres pièces à succès grâce à son partenariat avec l'actrice Aimee Garcia. Mendez a également écrit quelques séries de bandes dessinées, dont Glow vs. The Babyface, et, attendez, une histoire dans le premier numéro de Wonder Woman de DC Comics, Black and Gold, une mini-série célébrant le 80e anniversaire de Wonder Woman. Et ce n'est pas tout. Elle écrit également pour la société de production qu'elle a fondée avec Aimee Garcia et a écrit une série limitée de 4 numéros de Donjons et Dragons, ainsi que le scénario du film Netflix 47 Ronin, Le Sabre de la Vengeance, sorti en 2022. Enfin, Madame Mendez milite désormais pour la sensibilisation à la santé mentale et au bien-être des animaux et a été récompensée pour son travail par la National Alliance on Mental Illness. On peut dire qu'elle a eu encore plus de succès en dehors du ring qu'à l'intérieur. Mais si elle souhaite un jour remonter sur le ring, cela ne devrait pas poser de problème puisque AJ Lee est mariée à CM Punk depuis une dizaine d'années. Alors que nous approchons de la fin de notre liste, nous avons l'ancien Scotty 2 Hotty, qui, ironiquement, est maintenant pompier. Scotty a fait partie de la WWE pendant près de 2 décennies, rejoignant la compagnie en 1991 et la quittant en 2007. Au cours de cette période, il a détenu le WWF World Tag Team Championship, le Tag Team Championship et le Light Heavyweight Championship de la compagnie. Au début de sa carrière, il a eu des affrontements assez emblématiques, comme lorsqu'il a battu Eddie Guerrero, Perry Saturn et Dean Malenko à WrestleMania 200 ou lorsqu'il a affronté Edge et Christian pour remporter le championnat du monde par équipe. Plus tard, Scotty s'est contenté d'être le partenaire d'un certain nombre de catcheurs de seconde zone, avant d'être libéré en 2007. Dans les années qui ont suivi, il a fait quelques apparitions surprises, comme lorsqu'il a défait Heath Slater dans un épisode de NXT et lorsqu'il a fait équipe avec Sexay pour défier The Ascension pour le championnat par équipe de NXT. Mais en 2013, Scott Garland a pris la décision choquante de raccrocher le costume et de devenir pompier. Il semblerait que Scotty 2 Hotty ait trouvé le ring trop chaud et qu'il ait décidé d'éteindre des incendies à la place. Il s'est inscrit à une formation de technicien médical d'urgence et a obtenu son diplôme,
à la Lake Tech Fire Academy en Floride. Dès qu'il a terminé sa formation, Garland est devenu un pompier actif et un technicien médical d'urgence dans la même ville. Contrairement aux autres noms de cette liste, Scotty a eu du mal à quitter le ring. Il est revenu à la WWE en 2016, travaillant comme entraîneur au Performance Center jusqu'en 2021, avant de passer au circuit indépendant, toujours en tant qu'entraîneur. Mais pompier un jour, pompier toujours. Enfin, à la fin de notre liste des catcheurs de la WWE qui ont tout abandonné pour une autre carrière, nous avons Mideon. Les fans de la WCW l'ont connu sous le nom de Tex Slazenger, tandis que ceux de la WWE l'ont connu sous les noms de Mideon ou Phineas Godwin. Mais aujourd'hui, cet homme travaille sous son nom de gouvernement, Dennis Knight, en tant que chef cuisinier. C'est vrai, cette ancienne superstar de la WWE est aujourd'hui chef cuisinier, mais cela n'a pas toujours été le cas. En fait, comme la plupart des autres noms de cette liste, il a eu un certain nombre de parcours professionnels avant cela. Knight était un joueur de football universitaire qui espérait devenir professionnel à l'université de Salem en Virginie-Occidentale, mais il s'est blessé à l'épaule, ce qui a mis fin à sa carrière. Après cela, le jeune homme a tenté une carrière de videur, travaillant en Floride. C'est à cette époque qu'il a rencontré Steve Keirn, qui l'a formé pour devenir catcheur professionnel. Knight fait ses débuts professionnels dans un match qui l'oppose à son vrai beau-père, Ron Slinker. Il passe les années suivantes dans le circuit indépendant avant d'être engagé par l'USWA et finalement par la WCW en 1992. Pour être franc, sa carrière n'a pas vraiment décollé pendant ces 2 années à la WCW et on peut dire la même chose de son second passage à l'USWA entre 1995 et 1996, puisqu'il n'a remporté le titre sudiste de la promotion qu'à 2 reprises. Finalement, en 1996, il est engagé par la WWE et c'est là que les choses commencent vraiment à bouger pour ce mec. Sous le nom de Phineas A. Godwin, Knight est présenté comme un cousin de Canterbury et ensemble, ils forment le duo appelé les Godwins. Après avoir fait ses débuts en janvier 1996, le duo a battu les Bodydonna pour remporter le championnat Tag Team lors d'un événement en direct au Madison Square Garden, quelques mois plus tard. Après que Canterbury se soit terriblement blessé et ait été forcé de se retirer du catch professionnel, Knight s'est retrouvé sans partenaire en 1998 avant d'être kidnappé par les acolytes et de subir un lavage de cerveau qui l'a amené à rejoindre le Ministry of Darkness. C'est dans ce contexte qu'il prend le nom de Mideon et travaille en étroite collaboration avec l'Undertaker, Kane et Viscera dans des combats contre Stone Cold Steve Austin. Il a également remporté le championnat européen de la WWE en 1999. Mais son personnage n'a jamais vraiment atteint les sommets dont la WWE avait besoin. Et il a finalement été libéré en 2001. Mideon a ensuite passé du temps à entraîner de jeunes élèves à l'école de catch professionnel de Steve Keirn dans sa ville natale de Tampa, en Floride. Il a fait cela tout en continuant à catcher dans un certain nombre de promotions indépendantes en Floride et à travers l'Europe et en travaillant pour la NWA. Il a également fait quelques apparitions à la WWE peu de temps après sa libération avant d'annoncer sa retraite de la catch professionnelle en 2006. Si Dennis Knight a encore fait quelques apparitions à la Great Lakes Championship Wrestling en 2011 et 2012, il n'est revenu qu'une seule fois dans la compagnie de Vince McMahon pour participer à la cérémonie de départ à la retraite de The Undertaker lors des Survivor Series en novembre 2020. Comment ce type a-t-il fini par devenir chef cuisinier? D'après lui, il a trouvé le restaurant le plus chic de Clearwater et s'est entretenu avec le chef pour lui faire part de son amour de la cuisine. Mideon a ajouté « Il m'a vraiment apprécié, m'a pris sous son aile et m'a enseigné tous ces trucs super chics, ce qui est un peu ma marque de fabrique. J'aime la présentation et l'utilisation d'ingrédients raffinés. Si vous voulez organiser un dîner raffiné chez vous pour vous et votre femme à l'occasion de votre anniversaire de mariage, je viendrai vous préparer un repas de 4 ou 5 plats. Pas mal du tout. En fait, depuis qu'il a reçu sa formation, Knight a créé sa propre entreprise de restauration et a participé à une émission de cuisine sur YouTube pour montrer ses talents culinaires. Tant mieux pour lui. Lequel de ces changements d'emploi vous surprend le plus? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.